C'est un plaisir de vous retrouver sur Médéan TV Afrique. Bienvenue dans ce nouveau numéro de la Semaine africaine, votre émission hebdomadaire qui revient sur les actualités phares qui se sont déroulées dans la semaine en Afrique. On ouvre cette première partie par le roi Mohamed VI au Maroc qui a adressé mercredi soir un discours à la nation à l'occasion du 44e anniversaire de la Marche verte. Le roi a également insisté sur l'impératif de progresser vers une plus grande solidarité entre les différentes régions du royaume en vue de conférer un sens concret au chantier de la régionalisation. Écoutons cet extrait de son discours. Grâce à la Marche verte, le Maroc a recouvré ses provinces du Sud. Depuis, la carte du Maroc a bien changé. Pourtant, nous n'en assimilons pas toujours exactement sa configuration, qui situe Rabat à la pointe nord du pays et Agadir en son centre. En effet, Agadir se trouve quasiment à équidistance de Tanger et des provinces sahariennes. Aussi, il est inconcevable qu'en dépit de la centralité géographique de la région d'Agadir, en dépit de ses ressources, de ses potentialités, certaines infrastructures de base s'arrêtent à la hauteur de Marrakech. Par conséquent, nous appelons à une réflexion sérieuse sur l'établissement d'une liaison ferroviaire entre Marrakech et Agadir, en envisageant la perspective d'une extension ultérieure au reste des provinces du Sud. Nous préconisons aussi le développement du réseau routier que nous renforçons d'ores et déjà par la mise en place de la voie express Agadir-Dakhla. Cette ligne contribuera non seulement au désenclavement de l'ensemble de la région, mais surtout à son développement et à son essor économique, en dynamisant notamment le transport des personnes et des marchandises et en apportant un soutien au secteur économique en général, aux activités d'export et au tourisme en particulier. Ce projet d'infrastructure ferroviaire constituera enfin un levier essentiel pour la création de nombreux emplois, non seulement dans la région du Souss, mais aussi dans toutes les zones avoisinantes. En effet, la région de Souss-Massa doit devenir un pôle économique reliant les parties septentrionales et méridionales du Maroc, en opérant la jonction entre Tanger au nord et Oujda à l'est d'une part, et nos provinces sahariennes d'autre part. Cette orientation s'inscrit dans le cadre de la régionalisation avancée, pensée dans l'esprit d'une répartition équitable des richesses entre les régions du royaume. Le Maroc, que nous appelons de nos vœux, doit être édifié dans un esprit d'harmonie et de complémentarité entre ces régions. Par ailleurs, chacune doit pouvoir bénéficier équitablement des infrastructures et des grands projets nécessairement profitables à l'ensemble du pays. Le développement régional doit être fondé sur la coopération entre les régions et sur leur complémentarité. Chacune d'elles doit, selon ses potentialités et ses spécificités, disposer d'une grande zone dédiée aux activités économiques. Il importe également de mettre en œuvre les politiques sectorielles au niveau régional. À cet égard, nous soulignons que la dynamique nouvelle que nous avons lancée au niveau des institutions de l'État, du gouvernement et de l'administration devra aussi être déclinée à l'échelle régionale. Le Maroc a célébré l'anniversaire de la Marche verte. Il y a 44 ans, 35 000 Marocains marchaient pour que leur pays récupère pacifiquement ses provinces du Sud. Ils répondaient à l'appel historique de feu le roi Hassan II. Cette épopée reste l'un des épisodes les plus importants de l'histoire du royaume. Retour sur les faits avec Iyam Berada. C'est un 16 octobre de l'année 1975 que Feu Hassan II avait appelé à cette grande marche populaire. Un discours qui intervenait après la déclaration de la Cour internationale de la justice de La Haye, qui a confirmé l'existence de liens juridiques et d'allégeance entre les sultans du Maroc et les tribus sahraouis. Feu Hassan II décide alors de passer à l'action. Il demande aux Marocains de marcher comme un seul homme vers les provinces du Sud. Cet appel déclenche une immense ferveur. Le 6 novembre 1975, 350 000 citoyens participaient à l'un des épisodes les plus importants de l'histoire du royaume.
C'est la Marche verte, un événement sans précédent dans l'histoire du XXe siècle. Les milliers de volontaires rassemblés de tout le pays, Coran à la main et drapeau flottant, marcheront pacifiquement afin de permettre au Maroc de récupérer ses provinces du Sud. L'événement marque les esprits et on parle d'un coup de génie politique de la part du roi Hassan II. Le 16 novembre 1975, l'Espagne signe les accords de Madrid qui établissent les conditions de retrait des Espagnols des provinces du Sud. Cette marche glorieuse est gravée dans la mémoire collective. Ce pan de l'histoire témoigne de l'unanimité d'une nation autour de ses valeurs sacrées. On reste sur le sol maghrébin, toujours en Algérie. Le principal syndicat de magistrats a annoncé cette semaine la suspension de grève entamée le 27 octobre. Cela après un accord qu'il a conclu avec le gouvernement algérien. Ce mouvement inédit du syndicat des magistrats avait paralysé la quasi-totalité des tribunaux du pays. Les syndicats des magistrats algériens protestaient contre un vaste mouvement de mutation visant 3000 magistrats, soit la moitié des effectifs de la corporation. L'autorité des élections a récemment validé 5 dossiers parmi les 23 postulants à l'élection présidentielle algérienne. Ces candidatures ont été transmises 24 heures après au Conseil constitutionnel qui se charge de la validation de la liste définitive. Le scrutin est prévu le 12 décembre. Les développements avec Sohel Jalil. C'est sans surprise et comme annoncé au préalable par certains médias algériens, le peuple algérien devra choisir entre 5 candidats pour élire son président le 12 décembre prochain. Il s'agit d'Azdine Mihoubi, Abdelkader Ben Grina, Abdelmajid Tiboun, Ali Ben Flis et Abdelaziz Belaïd. Au cours d'un point de presse animé à Alger, le président de l'autorité nationale indépendante des élections, l'ANI, Mohamed Charfi, a précisé qu'Abdelmajid Tiboun est le candidat qui a présenté le plus de parrainages, suivi d'Ali Ben Flis, Abdelaziz Belaïd, Abdelkader Ben Grina et Azdine Mihoubi. Pareillement, le président de l'ANI a fait savoir que sur un total de 143 postulants ayant retiré des formulaires de souscription des signatures individuelles, seuls 23 avaient déposé leur dossier de candidature. À noter que 50 000 signatures à collecter dans au moins 25 wilayas, avec un seuil de 1200 chacune, sont exigées pour la constitution du dossier de candidature, une condition que la majorité des postulants n'ont pas pu satisfaire. Il reste maintenant à savoir quelle sera la réaction de la rue algérienne. Son mouvement de manifestation rejette depuis toujours la tenue de la présidentielle fixée au 12 décembre prochain, comme elle l'a exprimé encore une fois lors du 37e vendredi de contestation. La formation d'un nouveau gouvernement suscite une grande attention en Tunisie. La tâche s'annonce difficile pour le parti vainqueur des législatives, mais très loin de la majorité pour former un seul exécutif. Comment se déroulent les concertations? Éléments de réponse dans ce reportage à Tunis de Najwa Becha. Le parti Nahda, arrivé en tête des législatives avec 52 sièges et chargé de former le nouveau gouvernement, semble être dans l'impasse. Après avoir négocié avec plusieurs partis politiques en vue de faire alliance, mais sans résultat, ces partis refusent la participation à un gouvernement formé et présidé par les Nahdaouis. Ahmed Lahmiri, le porte-parole du parti Nahda, s'est montré confiant lors d'une conférence de presse. Au lieu de parler des noms des personnes qui composeront le gouvernement, Ahmed Lahmiri préfère parler d'un projet commun, une sorte de contrat entre Nahda et ceux qui voudraient s'y assimiler. Aujourd'hui, nous assumons nos responsabilités en tant que parti gagnant dans les législatives. Et le document que nous avons fait fixe tout d'abord les priorités économiques, politiques et sociales du prochain gouvernement. Ce n'est qu'un détournement politique et un pas en avant pour contourner la proposition du mouvement populaire qui est de former un programme gouvernemental dirigé
par une personnalité indépendante. Dans ce contrat, le parti Nahda a reproduit les mêmes titres de son programme de 2014. Il faut dire que nous sommes prêts, dans ces conditions, à aller jusqu'au bout et à refaire les élections. De sa part, le président tunisien Kais Saïed a enchaîné une série de rencontres avec les chefs de partis politiques, avec qui il a notamment discuté de l'avancement des négociations sur la formation du prochain gouvernement. La formation du prochain gouvernement doit se faire rapidement car il y a beaucoup de dossiers en attente, notamment sur le plan socio-économique. À savoir que ce gouvernement doit avoir une ceinture politique très large pour pouvoir faire face à tous les défis. Par ailleurs, de nombreuses déclarations au sein du mouvement Nahda nous évoquent une crise interne. Selon plusieurs dirigeants, le fait de proposer Ranouchi en tant que nouveau chef du gouvernement, la mission dont a été chargé le parti Nahda de former le prochain gouvernement sera bien difficile. Au Mali, le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta a décrété un deuil national de 3 jours suite à l'attaque terroriste du camp d'Idélimane dans le nord-est du pays qui a fait 54 morts, tous des soldats maliens. Cette attaque revendiquée par Daesh contre un camp du nord est la plus meurtrière depuis des années pour l'armée malienne. Ces violences se sont propagées du nord vers le centre du Mali, puis au Burkina Faso et au Niger voisin, se mêlant souvent à des conflits intercommunautaires ayant fait des centaines de morts. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a également appelé dans un discours à la nation, au sursaut national et à l'union sacrée des citoyens. Les précisions avec notre correspondant à Bamako, Mohamed Donyoko. Suite à l'attaque terroriste revendiquée par le groupe État islamique qui a visé le camp militaire d'Indélimane et tué 54 soldats maliens, 3 jours de deuil national ont été décrétés. Le chef de l'État s'est adressé à la nation pour présenter ses condoléances, mais surtout appeler à l'union sacrée autour des forces armées pour faire face à la menace. C'est dans ces moments qu'il est impératif de rendre effective l'union sacrée autour de notre vaillante armée. Derrière ces hommes qui ont choisi de nous défendre et de défendre le Mali tout entier auprès de leurs filles. Le piège à éviter est de ne pas tomber dans la stratégie de l'ennemi qui est de nous opposer les uns aux autres et de saper le moral de nos vaillants combattants. Il a saisi l'occasion pour présenter les condoléances de la nation malienne aux forces étrangères déployées au Mali qui paient selon lui un lourd tribut et plus particulièrement à la France qui vient de perdre le brigadier Ronan Pointeau. En témoigne la mort de ce jeune Français, Ronan Pointeau, tombé également victime d'engins explosifs improvisés à Ménaka pour la paix au Mali. Je saisis cette occasion pour présenter au peuple français les condoléances émues de toute la nation malienne. C'est aussi l'occasion pour moi de m'incliner devant la mémoire de tous les soldats étrangers tombés sur le sol malien. La ministre française des armées, Florence Parly, est attendue au Mali pour s'entretenir avec les autorités politiques et militaires sur la sécurisation du nord et le centre du pays. Et dans la guerre contre les extrémistes dans le pays du Sahel, la ministre française des Armées, Florence Parly, a prôné cette semaine la patience au quartier général de la force Barkhane au Tchad. Première étape d'une tournée qui la conduira aussi au Burkina Faso et au Mali, quelques jours après la mort d'un soldat français et 51 militaires maliens. L'opération française lancée en août 2014 mobilise 4500 militaires français dans la bande sahélo-saharienne. Écoutons l'analyse de François Chevency, expert en géostratégie. Il est au micro de Média Radio. Je crois qu'il faut bien différencier d'un côté le G5 Sahel qui vise à protéger les frontières des 5 États concernés, d'ailleurs dont le Mali, et puis la situation intérieure du Mali. Le G5 Sahel n'a pas autorité pour entrer dans le Mali pour résoudre, je dirais, la crise terroriste. Intervenir au contact direct à l'intérieur des différents États, non, il n'en a pas le droit. Il ne faut jamais oublier que dans ces États-là, très susceptibles sur leur souveraineté, ils n'accepteront pas que des armées des États voisins viennent intervenir profondément sur leur territoire. Aujourd'hui, le G5 Sahel a une limite bien imposée, c'est d'intervenir 50 km de part et d'autre d'une frontière. Donc aujourd'hui, le G5 Sahel a une action limitée.
en termes d'intervention militaire. La police nigériane a libéré cette semaine 259 personnes d'une maison de correction dans le sud-ouest du pays. C'est dans le cadre d'une série de raids similaires menés à travers le pays ces dernières semaines. Il s'agit d'hommes, des femmes et des enfants qui étaient retenus en otage dans un centre de détention illégale. Le propriétaire et 8 autres personnes ont été arrêtées, mais l'enquête est toujours en cours pour obtenir plus de détails. Il faut noter que les centres de redressement privés à caractère religieux sont très répandus dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Les catastrophes naturelles en Afrique entraînent très souvent des conséquences pénibles sur les populations. Dans la corne du continent, la Somalie se remet difficilement de violentes précipitations d'octobre. Des dizaines de milliers de personnes ont dû quitter leur foyer pour fuir les inondations. Face à l'urgence de la situation, le Programme alimentaire mondial vole au secours des sinistrés. Reportage signé Nour Bazir. Les inondations ayant touché l'Afrique de l'Est accentuent la crise humanitaire en Somalie. Provoquées par de fortes averses, ces inondations ont fait plus d'une dizaine de morts et 270 000 déplacés. Les populations locales se retrouvent ainsi sans abri et sans moyens de subsistance. L'aide humanitaire est enfin arrivée, mais les risques sanitaires demeurent. C'est un pas en avant. Ils nous ont informé que la distribution de nourriture continuera jusqu'à atteindre tous les villages touchés. Ils ont commencé la distribution qui se poursuit dans plusieurs autres villages. Dans les régions gravement touchées par les inondations, de nombreuses écoles ont été fermées. Les salles de classe sont envahies par les flots, rendant impossible la tenue des cours. Un total de 86 écoles ont été affectées par les inondations. Plus de 27 élèves ont été contraints à l'abandon scolaire. 700 professeurs sont sans travail. Les habitants de ce village et des autres régions voisinantes se réfugient dans d'autres lieux. Actuellement, les eaux bordant l'Afrique de l'Est sont plus chaudes que la normale à cette période de l'année. Une tempête tropicale attendue cette semaine pourrait aggraver la situation en Somalie. On passe à présent à la deuxième partie de cette émission. Il s'agit des temps forts de nos émissions de débat de la semaine. La Guinée-Bissau a actuellement 2 premiers ministres et 2 gouvernements. La CEDEAO a d'ailleurs convoqué un sommet extraordinaire sur la situation politique du pays le 8 novembre à Niamey, au Niger. L'organisation sous-régionale qui soutient le gouvernement d'Aristide Gomez menace de sanctions. À quoi peut-on s'attendre de la CEDEAO? La question a été posée à Abdoulaye Cissé. Il est journaliste à RFM Dakar et invité à l'émission Débrief de cette semaine. Regardez. Parce que la Guinée-Bissau ne peut pas se permettre encore une transition supplémentaire. On est dans une phase de transition qui sanctionne quand même toute cette période de troubles, de tensions et d'instabilité institutionnelle. Il faudrait qu'on en sorte un jour. Et d'ailleurs, il y a des exemples un peu partout en Afrique qui ont fait que parfois, il faut aller aux élections, c'est le moindre mal. Voilà, quelle que soit la situation, aller aux élections et redonner la voix au peuple pour sortir de la situation d'instabilité institutionnelle, pour essayer au moins de mettre en œuvre des politiques de développement. Depuis le 20 août dernier, le Nigeria avait fermé ses frontières terrestres avec le Bénin et le Niger de façon temporaire et provisoire. Et c'est dans le but de lutter contre les contrebandes de riz en destination du Nigeria. Plus de 2 mois après, quelles sont les conséquences pour le Bénin et le Niger, mais aussi quel impact cette fermeture des frontières a pu avoir sur le commerce dans l'espace CEDEAO. L'économiste ivoirien Samuel Maté a donné des réponses. Il était l'invité de la rédaction sur le plateau de Thomas Heyman à Abidjan. Je vous propose de l'écouter. Tout à fait. Donc, parce que, comme je le disais, il y a des choses qui passent par le Bénin pour aller au Nigeria et évidemment également dans l'autre sens, des produits nigérians qui vont sur le Bénin. Et tout ça est bloqué. Et la question ici, aujourd'hui, est de regarder ce déficit à qui il profite. Et comme vous le dites, sur le corridor
il y a un certain nombre de produits qui vont vers le Nigeria, et le Nigeria qui représente plus de 65%, d'autres parlent de 70% de l'économie de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire étant 40% des pays francophones. Et on se rend compte que ce commerce qui allait vers le Nigeria ne peut plus se faire. Et ce commerce qui venait du Nigeria vers les autres pays ne peut plus se faire. Autre actualité phare, sujet de nos débats sur Média TV, la mort du chef autoproclamé de Daesh, Abou Bakr al-Baghdadi, annoncé le 27 octobre dernier. Quel impact sa mort pourrait-elle avoir sur le terrorisme, particulièrement dans le Sahel? La question était au centre de l'émission Talk Afrique de Dakar. Cette semaine, Bakary Samb, le directeur général de Tombouctou Institute, était l'un des invités de Pape Ngagne Diouf. Il a apporté des éclaircissements. Nous l'écoutons. Ah oui. Je ne pense pas aujourd'hui que la mort d'al-Baghdadi puisse signer la fin du terrorisme dans le Sahel. Au contraire, il y a des craintes que le terrain libyen, surtout le site libyen, qui était déjà un refuge, puisse le devenir encore plus le refuge de ces groupes-là, avec une descente probable vers le Sahel, d'autant plus que certaines forces militaires ont commis l'erreur stratégique de se retirer de la base de Madama, qui était une base avancée, notamment à Barkhane, pour se replier vers Gossi, donc au nord du Mali. Aujourd'hui, c'est la crainte. Et vous savez, pour répondre à votre question plus rapidement, je vous dirais que de la même manière que la mort de Ben Laden n'a pas mis fin au terrorisme, celle de al-Baghdadi ne mettra pas fin au terrorisme. Vous savez, dans l'histoire de l'humanité, jamais une Kalachnikov a pu tuer une idéologie. Un mot de culture pour clore cette édition, direction le Maroc. La ville d'Essaouira a vibré au rythme de la 6e édition du Festival des Andalousies Atlantiques qui s'est ouvert le 31 octobre dernier. Les héritiers d'Al-Andalouse, des jeunes artistes de confession musulmane et juive, se sont donc rassemblés sur la scène de la mythique place El Menza pour cette ouverture du festival. C'est un reportage d'Iliam Berada sur le récit d'Ala Benani. C'est parti pour la 16e édition du Festival des Andalousies Atlantiques. Jeudi soir, la place Al-Minza a brillé par la présence d'une brochette de jeunes artistes de confession juive et musulmane, aux talents des plus confirmés. Ils s'appellent les héritiers d'Al-Andalus. Ils ont été les premiers sur scène à envoûter le public venu des 4 coins du monde. Au programme, une place particulière a été consacrée aux grandes icônes féminines de la musique andalouse. Elles sont, pour beaucoup d'entre elles, des icônes et des stars de ce répertoire de la musique andalouse, du Chgouri, du Melhoun. Et les choix qui ont été faits par les directeurs artistiques de ce festival ne sont pas des choix neutres. Ce sont tous ceux qui, par le chant ou par la musique, nous montre le chemin qui a été celui de nos aïeux dans le temps, mais que nous nous sommes réappropriés pour aujourd'hui. Après une session de poèmes bilingues et des strophes en hébreu et en arabe récitées, suivi d'un concert inédit en hommage à l'artiste Cheikh Mouizo, la grande diva Raymond Bidawiya s'est livrée dès minuit à son public en toute simplicité à Dar Souiri. Elle régalera aussi le public lors de la clôture du festival dans une rencontre singulière et riche de promesses avec le grand maître Ben Omar Ziani, icône incontestée et incarnation pionnière de la musique judéo-arabe au Maroc et bien au-delà. Au menu de cette nouvelle édition figurent 15 concerts d'anthologie dédiés à donner au patrimoine musical judéo-arabe ses lettres de noblesse. Voilà ce qui referme cette édition rétrospective de l'actualité africaine de la semaine. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la semaine africaine. Bonne suite des programmes.